Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le président du gouvernement, Thierry Santa. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré les circonstances. Vous êtes président d'un gouvernement démissionnaire, mais vous êtes toujours aux commandes, en l'absence de la désignation d'un président pour le 17e gouvernement qui a été élu le 17 février. Ce sera une première question pour vous. Est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que vous continuez simplement le travail que vous effectuez depuis un moment, malgré la chute du gouvernement le 2 février? Alors, très honnêtement, un peu des deux. Je vais continuer à faire mon job, comme je l'ai toujours fait dans toutes les fonctions que j'ai exercées dans ma vie en général, politique ou professionnelle. Mais c'est certain qu'avec ce principe d'expédition des affaires courantes, c'est pas fait pour nous faciliter la tâche. On perd beaucoup de temps et d'énergie à trouver les moyens peut-être de faire en sorte de pouvoir mettre en œuvre les actions que nous souhaitons mettre en œuvre, malgré les contraintes juridiques que nous impose le principe d'expédition des affaires courantes. Parce que c'est pas clair, c'est pas clairement défini les affaires courantes, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Voilà, donc ça nous oblige à chaque fois à nous poser la question de la pertinence juridique des mesures que nous souhaitons mettre en œuvre. C'est comme si quelque part on me demandait de faire un sprint avec des boulets aux jambes. C'est exactement cette situation-là que je ressens. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce que je dis depuis le début de la gestion de cette crise, depuis l'année dernière, ce qui est certain, c'est que j'y arriverai pas tout seul. C'est vraiment par l'action des Calédoniens et des Calédoniennes eux-mêmes que nous arriverons à gérer cette crise, par la solidarité de tous mes collègues au sens le plus large politique, que ce soit provinciaux, du Congrès, des communes, du Sénat coutumier, du CESE, comme je l'ai fait lors de la gestion au mois de mars 2020. C'est vraiment grâce à cette solidarité, à ce discours commun que nous tiendrons, que les Calédoniens, je l'espère, respecteront les consignes que nous allons demander, que nous avons déjà mises en place. Et c'est grâce à cela qu'on pourra s'en sortir, je l'espère, par le haut de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je sens les membres du 16e gouvernement, puisque maintenant on l'appelle comme ça, ils sont présents auprès de vous aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes un peu tout seul à diriger le navire ? Non, je vous confirme que la majorité des membres du 16e gouvernement sont présents et ont pris leurs responsabilités, participent quotidiennement aux séances de collégialité que j'ai remis en place pour gérer cette crise et participent activement dans les domaines de compétences qui sont les leurs. Alors paradoxalement, la crise sanitaire qui est un événement exceptionnel, aujourd'hui ça fait partie des affaires courantes, vous avez été obligé de le considérer comme ça parce qu'il y a des décisions d'urgence à prendre. Exactement. Comment ça s'est passé ? Alors on sait que tout le monde avait reconnu la manière dont votre gouvernement s'est illustré dans la première crise sanitaire en épargnant la Nouvelle-Calédonie du Covid pendant un an. Quand dimanche, comme nous tous, ou peut-être un peu avant nous, vous avez appris que le virus était entré, qu'il circulait, quelle a été votre réaction ? Ça a été du découragement ? Ça a été... Non, sincèrement, peut-être que les Calédoniens comprendront ce que je dis depuis le début, c'est que le risque zéro n'existe pas. Et ça en est la preuve avec ce que nous vivons aujourd'hui. Le jour samedi, quand on a appris donc cette contamination à Wallis et Futuna, on a bien entendu pris les mesures les plus immédiates que vous connaissez, et on en parlera certainement. La seule chose qui me vient à l'esprit, vous savez, moi je me pose pas de questions, de déception ou ce genre de choses. Je prends les choses telles qu'elles viennent et j'essaie de faire au mieux face aux situations auxquelles je suis confronté. Il y avait des décisions à prendre dans l'urgence. Alors vous avez immédiatement décidé un confinement strict. On se rappelle, il y a un an, il y avait eu un confinement, un déconfinement, et vous aviez évoqué la bombe atomique d'un nouveau confinement. C'est parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il est nécessaire de prendre des décisions immédiates, de frapper très fort tout de suite avec ce confinement qualifié de strict. Vous êtes souvenu de l'expression. Effectivement, c'est la bombe atomique qu'on utilise parce que aujourd'hui, c'est selon nous et selon l'expérience que nous observons autour de nous, et quand je dis ça, je pense en particulier à la Nouvelle-Zélande, c'est l'outil le plus efficace pour casser la chaîne de transmission du virus. L'espoir qui est le nôtre, c'est que nous ne sommes qu'au début
de cette chaîne de transmission ici en Nouvelle-Calédonie, ce qui semble hélas moins le cas à Wallis-et-Futuna, et que la seule solution pour empêcher que cette chaîne se poursuive, c'est effectivement ces mesures de confinement généralisées. Donc c'est la stratégie que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Et en parallèle, vous le savez, on a une stratégie de montée en puissance rapide de notre vaccination, parce que ça reste, selon nous et selon notre connaissance scientifique du moment, le meilleur moyen pour protéger, quoi qu'il arrive, la population calédonienne. Vous disiez que vous ne pouviez pas le faire tout seul, vous aviez besoin notamment des Calédoniens. Depuis lundi, vous avez le sentiment quand même que les gens sont mobilisés, ils sont respectueux des gestes barrières, aussi bien dans la rue que dans les entreprises, dans les magasins, où vous estimez qu'il faut encore être plus prudent? Très honnêtement, ça dépend d'où. Peut-être que cette fois-ci, les Calédoniens, après un an de Covid-free, ont été un peu moins, conscients des risques que impose cette introduction du virus ici en Nouvelle-Calédonie. Mais globalement, malgré tout, selon les premiers retours que nous avons des forces de l'ordre qui ont commencé depuis lundi et mardi surtout à plutôt pas forcément verbaliser, mais au moins contrôler et conseiller la population, on constate quand même qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne respecte pas véritablement les consignes. Depuis hier, les forces de l'ordre sont beaucoup plus coercitives. Les premières amendes ont été émises par les forces de l'ordre. Mais malgré tout, je pense que la population, maintenant, au jour où on se parle, a pris conscience davantage de la situation et est beaucoup plus respectueuse des consignes que nous avons décidées. Et on rappelle qu'à partir de ce soir minuit, le port du masque est obligatoire. Pour revenir à la crise sanitaire proprement dite aujourd'hui, combien de malades et dans quel état sont-ils? Est-ce qu'il y a des cas graves? Est-ce qu'il y a déjà des malades en réanimation ou est-ce qu'on n'en est pas là? Puisque on entend tout ce qui se dit depuis un an partout dans le monde, donc on est forcément sensibilisé à ces chiffres. Alors depuis dimanche, très précisément, on a déterminé 23 cas positifs à hier soir. Les données sont celles d'hier soir. Sur ces 23 cas positifs ici en Nouvelle-Calédonie, aucun aujourd'hui ne fait l'objet d'une hospitalisation au sens traitement, réanimation ou soins intensifs ou ce genre de choses. Ils sont tous à l'hôpital, mais pas dans une unité d'hospitalisation de traitement. Donc je touche du bois, j'espère que ça continuera de cette façon-là, parce que le seul patient en réanimation aujourd'hui, c'est celui qui a été évacué sanitaire de Wallis-et-Futuna avant-hier, compte tenu de la dégradation de son état. Mais les Calédoniens qui ont été définis positifs ici en Nouvelle-Calédonie, aucun d'entre eux pour l'instant n'est en situation de maladie grave. Alors on a appris hier que c'était le variant anglais qui avait été introduit. Est-ce que c'est un élément d'inquiétude supplémentaire? Parce qu'on entend dire ici ou là que c'est sûr, apparemment il est plus contaminant, mais on dit aussi parfois qu'il peut être plus grave. Est-ce que vous avez des éléments sur ce plan-là? Alors je vous confirme que c'est le variant anglais, puisque depuis hier, on a criblé finalement la majorité des cas positifs ici en Nouvelle-Calédonie et tous ressortent avec le variant anglais. Wallis-et-Futuna est en train de faire la même chose et j'espère, aura très probablement les mêmes résultats. C'est plutôt inquiétant dans le sens que ce variant a hélas la réputation scientifique, ça a été démontré scientifiquement, d'être beaucoup plus contagieux que le virus originel. Alors, le fait qu'il soit plus contagieux fait qu'il y ait plus de malades, et dès lors que vous avez plus de malades, vous avez plus de risques d'engendrer un cas grave, des symptômes graves de la maladie. Donc c'est plutôt inquiétant. Ça veut dire qu'il faut être encore plus strict et respectueux des consignes que nous avons données, éviter les contacts au maximum, les déplacements au maximum, ce qui est vraiment essentiel. Il faut que la population vraiment joue le jeu pour qu'on puisse s'en sortir. Et alors, la question bien sûr que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on en sait plus sur la manière dont le virus a pu être introduit en Nouvelle-Calédonie, alors qu'on l'a évité depuis un an et malgré toutes les mesures qui avaient été prises, qui semblaient strictes dans la mesure où elles étaient respectées? Comment ça se fait qu'il y a eu un trou dans la raquette, comme on dit? Alors, juste pour finir sur la question précédente, Madame Morin, excusez-moi, je voudrais quand même rassurer un peu la population calédonienne dans le sens que le vaccin qui est utilisé ici en Nouvelle-Calédonie, le Pfizer, oui, est un des vaccins les plus efficaces, y compris contre le variant anglais. Donc ça, c'est quand même une bonne chose et c'est ce même vaccin qu'on utilisera jusqu'au bout pour vacciner la population calédonienne. Donc voilà, je voulais juste apporter cette précision.
Pour répondre à votre question précisément, je pense que c'est aux autorités wallisiennes et futuniennes, parce que la certitude aujourd'hui, c'est bien à partir de Wallis et Futuna que le vaccin s'est introduit ici en Nouvelle-Calédonie. J'ai eu quelques échanges avec eux par visioconférence. Ils ont plusieurs hypothèses qu'ils étudient aujourd'hui. Ils n'ont pas encore arrêté leurs investigations et je leur laisse le soin de rendre compte du résultat de ces investigations quand ça sera le moment. Mais vous souhaitez avoir des réponses quand même de leur part, ça va. Et alors avec le recul, est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir ouvert la bulle aérienne avec Wallis et Futuna, puisque avant tout se passait bien, si on peut dire? Vous savez, aujourd'hui, on peut refaire l'histoire de toutes les manières qu'on souhaite. On peut regretter telle ou telle chose. Moi, sincèrement, j'ai pas du tout le temps de me préoccuper de ce qui s'est passé, même si on attend, je le disais, des explications des autorités wallisiennes et futuniennes. Je préfère concentrer toute mon énergie et tous mes efforts sur la gestion actuelle de la crise et tout faire pour éviter que les choses dégénèrent. Alors, on avait parlé de quelques 600 personnes qui étaient impliquées, qui étaient arrivées de Wallis et Futuna depuis le 25 janvier et qui pouvaient être contaminées ou être cas contact. Est-ce qu'on est parvenu à les identifier, à les tester? Est-ce que c'est encore en cours? Alors, c'est toujours en cours. Pour être très honnête, on a quelques difficultés à pouvoir les identifier précisément parce que le constat, c'est que certains d'entre eux sont repartis soit à Wallis et Futuna, soit sont partis en métropole. Les fiches sanitaires n'ont pas été forcément remplies de la meilleure façon. Le travail continue et c'est la raison pour laquelle on insiste dans toutes les communications du gouvernement pour que le numéro vert qui a été mis en place, le 05, 02, 03, ne soit destiné qu'à ces personnes-là, c'est-à-dire les personnes qui ont voyagé et uniquement les personnes qui ont voyagé depuis le 25 janvier entre Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Le travail ensuite d'investigation de l'autorité sanitaire, de la DAS ici en Nouvelle-Calédonie, permettra de définir les cas contacts de cas positifs. Mais pour cela, il faut qu'on puisse tester le plus vite possible toutes ces personnes qui ont voyagé. Et c'est l'objet de ce numéro vert. Et donc je demande aux Calédoniens de ne pas appeler ce numéro vert, même s'ils ont le sentiment d'avoir été en contact avec un tel ou un tel, qu'ils laissent la possibilité à ceux-ci de pouvoir se signaler. D'abord, je rappelle qu'il faut qu'ils s'isolent, c'est la première chose à faire, mais qu'ils se signalent donc avec ce numéro vert pour qu'ensuite la DAS puisse les contacter, les faire tester bien sûr, et surtout investiguer tous les cas contacts potentiels autour d'eux, si par malheur ils sont positifs. Et une fois qu'ils sont connus, contactés, isolés chez eux, ou est-ce que il y a une possibilité de les isoler dans un endroit particulier, le temps de faire les tests, pour limiter la propagation ou la contamination? Alors, encore une fois, tous ceux qui vont être définis comme positifs sont isolés dans l'unité Covid du CHT, symptomatiques ou pas, malades ou pas. Ça, c'est le protocole qui est mis en œuvre aujourd'hui. Pour les cas contacts, on va faire en sorte de pouvoir les isoler. Certains d'entre eux pourront s'isoler à domicile dès lors que les conditions de cet isolement seront clairement mises en capacité d'être mises en œuvre. À l'inverse, si c'est pas le cas, ils seront isolés dans les hôtels que le gouvernement a réquisitionnés déjà depuis maintenant plusieurs mois. Et c'est la raison pour laquelle la décision a été prise de suspendre les vols internationaux de manière à libérer les places d'hôtel en question pour pouvoir isoler donc tous ces cas contacts. Et à terme, si par malheur les choses dégénèrent, même envisager d'isoler les cas positifs asymptomatiques, c'est-à-dire non malades, dans des hôtels, de manière à libérer les places à l'hôpital si, encore une fois, les choses, hélas, dégénèrent. Voilà la stratégie que le gouvernement a décidé de mettre en œuvre, au moins pour les 15 jours à venir. Alors, 15 jours à venir, parce que vous avez décidé un confinement strict de 15 jours, est-ce que, selon vous, il va être prolongé naturellement ? Et quand est-ce que vous prendrez la décision de le prolonger ou non ? Vous savez, dans une gestion d'une crise de cette sorte, et comme on l'a fait finalement depuis le début, on a adapté nos décisions à la situation épidémiologique de la Nouvelle-Calédonie. On a été informé, je le disais, samedi dernier. La décision a été prise de confiner dès dimanche la Calédonie et donc les écoles fermées lundi et le confinement généralisé lundi soir à minuit. L'objectif étant de laisser justement la capacité aux autorités sanitaires d'évaluer la situation épidémiologique réelle.
Et au jour où on se parle, j'ai pas suffisamment d'éléments pour apporter une réponse précise à votre question. Je demande aux Calédoniens d'attendre un peu, de me laisser un petit peu de temps. De toute façon, je reviendrai vers eux le plus vite possible pour envisager la suite après le 22 mars prochain. Pour l'instant, les chiffres qui sont en votre possession, ils sont pas affolants complètement. Il y a une progression, on découvre des cas tous les jours depuis le début de la semaine, mais on n'en est pas dans une progression exponentielle comme on l'a pu le voir en Polynésie il y a quelque temps, ou même à Wallis et Futuna depuis le début de la semaine. Au moment où on se parle, on n'en est pas effectivement, on n'en est pas à cette situation, de crainte d'introduction généralisée. On a plutôt le sentiment d'être au début de l'introduction et donc de pouvoir encore maîtriser les choses. Tous les cas positifs ont été tracés, c'est-à-dire qu'on a retrouvé l'origine finalement de leur contamination, à l'exception d'un cas, pour être très honnête, où la question se pose encore, où l'investigation est toujours en cours. Il s'agit d'une personne qui était hospitalisée et qui devait se faire opérer et qui a fait l'objet donc d'un test comme tous les malades qui se font opérer. C'est une procédure systématique qui a été donc définie positive et pour laquelle on est encore en train de rechercher le lien avec un voyageur ou un cas contact de voyageur de Wallis et Futuna. Donc au moment où on se parle, encore une fois, on n'est pas dans l'affolement, on est toujours dans la capacité de tracer les cas. On a la capacité d'isoler, je viens de le dire, les cas contacts. Le but est de rester dans cet état-là et à terme d'éviter l'introduction généralisée du virus. À l'inverse, la situation à Wallis et Futuna devient inquiétante. Vous avez des contacts avec les autorités là-bas. On a vu que le nombre de cas explosé. En tout cas, on parle de hier, on en était à 130 cas, je crois. Donc, c'est ça. Là, ils s'inquiètent réellement là-bas. Ils ont les moyens de faire face à l'épidémie ou il va falloir les aider? Alors, ils sont effectivement très inquiets. L'épidémie, en tout cas, le nombre de cas positifs double quasiment tous les jours. Ils ont des capacités hôtelières. Ils ont 5 lits de réanimation sur Wallis et Futuna. Ils vont recevoir un soutien de l'État très prochainement, dès le début de la semaine prochaine, avec du personnel, des moyens matériels supplémentaires pour essayer de gérer la situation sur place et des vaccins pour vacciner au plus vite la population de Wallis et Futuna. Donc tout ça est fait pour essayer de circonscrire la gestion de cette crise au sein de Wallis et Futuna, mais bien entendu que la Nouvelle-Calédonie sera présente si un soutien est demandé. On a déjà envoyé quelques tests au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Je sais que la province sud a également envoyé des écouvillons pour pouvoir faire des prélèvements nécessaires. Mais on sera bien sûr disponible, on fera en sorte en tout cas de pouvoir accueillir comme nous l'avons déjà fait, je le disais avec le patient qui a été vassané mercredi dernier, on a encore cette capacité-là. Mon chapeau, du côté des bonnes nouvelles, il faut quand même en avoir quelques-unes, en mettre quelques-unes en avant. La Calédonie est prête cette fois-ci en matière d'équipement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'affolement pour se procurer des masques, du gel hydroalcoolique. Cet approvisionnement va durer, c'est-à-dire que il n'y aura pas de pénurie, on peut rassurer les Calédoniens là-dessus, ou est-ce qu'on sait que d'ici 15 jours, un mois, le problème va se poser à nouveau? Non, là je peux effectivement rassurer les Calédoniens. Tout ce qui est fret est maintenu, que ce soit aérien, maritime. Donc l'approvisionnement des besoins de la Nouvelle-Calédonie sera maintenu. Je sais qu'il y a eu un certain nombre de stocks qui avaient été constitués un peu partout en Nouvelle-Calédonie. Nous-mêmes, nous avions constitué un stock stratégique pour nos équipes, nos personnels, nos personnels soignants en particulier. Les pharmacies avaient également des stocks, les grossistes ont des stocks disponibles et surtout ont la capacité d'en faire venir davantage si nécessaire. Donc sur ce point-là, au jour où on se parle, j'ai pas d'inquiétude, j'ai pas de remontée en tout cas de saturation aujourd'hui des besoins, même s'il y a eu, hélas, un engouement, je vais dire ça comme ça, des Calédoniens les premiers jours de l'annonce, hélas, de l'introduction du virus. Les choses sont en train de s'organiser pour que tout le monde puisse être alimenté normalement. L'autre bonne nouvelle, c'est que le vaccin est là. Alors, est-ce que c'est vraiment la solution? Et là aussi, est-ce que vous pouvez rassurer les Calédoniens, on a des doses, on en aura suffisamment pour vacciner tout le monde, ou en tout cas tous ceux qui le veulent?
En tout cas, j'ai eu l'assurance de la part de l'État de nous approvisionner autant que de besoin en fonction du rythme de vaccination qui sera le nôtre. Vous le savez, je l'ai annoncé, notre objectif est de pouvoir arriver à plus de 2000 vaccins par jour. On est aujourd'hui, ça varie entre 800 et 850 pour l'instant. On va ouvrir de nouveaux centres de vaccination dès cet après-midi pour Montravel, entre autres, mais aussi dès la semaine prochaine, un centre à la direction de la sécurité civile. La CAFAT va ouvrir 2 centres supplémentaires, l'un au SMIC dédié aux entreprises et un autre à la Rivière-Salée pour le grand public. On a des centres dans les CMS, les centres médico-sociaux, qui vont s'ouvrir partout sur le territoire, y compris dans les îles. Les discussions sont déjà en cours avec la DAS et la DECAS des îles. Donc tout ça va nous permettre de monter en puissance largement. La seule chose que j'espère, c'est que l'État respecte son engagement et nous fournisse le nombre de vaccins dont on aura besoin. Il y en a qui sont arrivés déjà cette semaine ou on les attend? Il y en a qui sont arrivés, on en avait déjà une vingtaine de milliers, on en a reçu plus de 2000 supplémentaires cette semaine. Il y a eu un échange visioconférence hier soir entre les autorités sanitaires calédoniennes, le Haut-Commissariat et les autorités sanitaires nationales pour justement anticiper cette montée en puissance et cet approvisionnement de vaccins pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a des Calédoniens qui ont peur, qui n'ont pas envie de se faire vacciner, qui veulent attendre. Vous comprenez leurs appréhensions ou vous estimez que vraiment il faut qu'on sera rassuré quand le maximum de Calédoniens seront effectivement vaccinés? Vous savez, on parle d'un virus nouveau et comme toujours, tout ce qui est nouveau, ça engendre quelques appréhensions pour certains. Mais moi, ce que je constate, c'est que depuis lundi, le numéro d'appel, le 05, je rappelle, 05 00 33, qui sert à prendre rendez-vous pour la vaccination, est saturé. On s'organise pour permettre une montée en puissance des réceptions d'appels, mais surtout pour essayer de faire en sorte que, je le disais, les entreprises soient traitées d'une certaine façon avec leurs salariés, les collectivités publiques soient traitées également par ailleurs avec la direction de la sécurité civile. Donc, les enseignants vont être traités par le centre qui va s'ouvrir à Montravel cet après-midi. Donc, on essaie de dégager un certain nombre de personnes par l'intermédiaire de groupes et de faire en sorte que ce numéro vert grand public soit davantage disponible pour permettre une amélioration de la vaccination de la population. Ce qu'il faut quand même rappeler aux Calédoniens, c'est que tout le monde ne pourra pas être vacciné tout de suite. Il y a des priorités qui ont été définies, en l'occurrence les personnes âgées, les personnes, quel que soit l'âge, avec des facteurs de comorbidité, et tout ce qui est personnel essentiel à la gestion de la crise sanitaire. Ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui prioritaires, et dès qu'on le pourra, bien entendu, on ouvrira davantage au reste de la population calédonienne. Alors par rapport à il y a un an, l'une des différences, confinement strict, mais on a l'impression que l'activité économique est relativement préservée. Il y a beaucoup d'entreprises, malgré tout, qui travaillent, qui sont ouvertes. C'est un choix délibéré qui a été fait. Il est dangereux ou non? Est-ce qu'il fallait permettre à la vie économique de continuer normalement? Est-ce que ça a été un objet de débat? Depuis toujours, le gouvernement a essayé de faire en sorte de ne pas opposer l'économie au sanitaire. Pour être très honnête, les mesures qui ont été imposées depuis lundi soir à la population calédonienne sont quasiment les mêmes ou très proches de celles que nous avions imposées en 2020. Elles sont un peu mieux comprises aujourd'hui et elles ont pour objectif de maintenir quand même une activité économique minimum pour le pays. Ça n'empêche que nous demandons bien sûr à tous les chefs d'entreprise de faire la part de leur personnel qui peuvent travailler en télétravail et de privilégier bien sûr le télétravail donc à domicile, de limiter au maximum le déplacement de leurs salariés, même si on sait bien sûr que dans certains secteurs, je parle du BTP par exemple, c'est pas possible de faire des travaux en restant à domicile. Donc on prend en considération la situation de chacun, mais on incite tous à utiliser au maximum ces mesures de distanciation. On leur demande bien sûr, pour tous ceux qui ne peuvent pas rester à domicile et qui doivent donc faire leur travail en présentiel, de respecter les mesures de distanciation sociale, de port du masque, qui est obligatoire à partir donc de ce soir minuit. Donc voilà, c'est vraiment les mêmes règles. Autrement dit, toute l'activité économique perdure, sauf tout ce qui est commerce de biens et de services. Et dans cette exception, on a maintenu l'ouverture des commerces essentiels, donc l'alimentaire, les pharmacies, les banques, les quincailleries. On a toute une liste exhaustive dans l'arrêté que nous avons signé avec le haut-commissaire de commerces donc
qui reste ouvert parce que nécessaire à la vie quotidienne de la population. Tous les autres, eux, font l'objet d'une fermeture. Et je ne parle pas, bien sûr, de tout ce qui est structure de loisirs, entre guillemets, donc restauration, salle de jeu, cinéma. Tout ça fait, bien sûr, l'objet d'une fermeture effective. Et justement, pour tous ces secteurs, la situation va devenir presque catastrophique, en tout cas extrêmement difficile. Il y a des aides nouvelles qui vont être apportées à ces entreprises qui sont directement impactées une deuxième fois par le confinement. C'est ce sur quoi nous travaillons. Que les Calédoniens déjà sachent que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, mardi dernier, a adopté une délibération qui permet d'étendre le chômage partiel qui était appliqué ces derniers mois au secteur durablement impacté par la crise sanitaire. Donc ça a permis déjà de prolonger la durée de bénéfice de ce chômage partiel pour ces secteurs-là. Mais en plus, le gouvernement aura la possibilité d'élargir les bénéficiaires de ce chômage partiel aux secteurs qui, eux, vont être impactés par le confinement qu'à nouveau nous avons mis en place. Donc c'est déjà une première mesure immédiate. Notre mesure sur laquelle travaille le gouvernement, c'est à nouveau d'étaler ou voire d'exonérer dans certains cas tout ce qui est charges sociales et fiscales. Et on sait que l'État s'est d'ores et déjà engagé à mettre à nouveau en place le dispositif de soutien aux très petites et moyennes entreprises, comme ça avait été le cas déjà la première fois. On sait également que les provinces, de leur côté, travaillent également aux mesures de soutien à l'économie pendant cette crise et ce confinement en particulier. Pour la première crise sanitaire, un prêt garanti par l'État avait été souscrit. Il a fait beaucoup de bruit d'ailleurs. Est-ce qu'on peut envisager de solliciter à nouveau l'État pour un nouveau prêt, pour de nouvelles aides directes à la Calédonie ? Ce que je sais d'ores et déjà, c'est que le ministre s'était engagé, mais c'était même avant que nous retrouvions à nouveau dans cette situation d'introduction du virus, à nous aider à prendre en charge nos frais de quatorzaine. Vous vous en souvenez, il l'avait dit à l'occasion de ses vœux aux Calédoniens. J'ai entendu également sa réponse à une question posée au Sénat hier, où il s'engage à être présent pour soutenir économiquement et financièrement la Nouvelle-Calédonie. Donc tout ça va maintenant faire l'objet d'échanges, de discussions pour préciser la manière dont l'État peut nous accompagner face à cette crise. Alors cette crise sanitaire, je ne vous l'apprends pas, arrive en pleine crise politique, déjà crise économique également, mais crise politique. Les indépendantistes ont fait tomber votre gouvernement. Paradoxalement, vous restez aux commandes pour gérer cette crise sanitaire. On en parlait au début de cet entretien. Parce qu'ils sont incapables de trouver un accord sur un nouveau président. Qu'est-ce que ça vous inspire, même si vous avez peut-être la tête ailleurs que dans la politique, parce que vous devez gérer cette crise sanitaire, quand même, vous aviez une réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui. La première chose que je constate, c'est que tout ça a été fait dans une impréparation la plus totale. C'est vraiment le constat premier que nous pouvons faire. Le deuxième constat, c'est que il y a un tel fossé entre les deux principales tendances indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie, je parle bien sûr du PALICA et de l'UC, qu'ils sont incapables de se mettre d'accord, vous venez de le dire, pour nommer un nouveau président. Tout cela est lourd de conséquences, je l'ai dit tout à l'heure, puisque ça nous pénalise face à la situation de crise que nous vivons. Ça nous pénalisait déjà avant même cette situation de crise au niveau économique, même au niveau sanitaire déjà, au niveau budgétaire. Et puis c'est lourd de sens, d'une certaine façon. Je veux dire, quand apparaît au grand public ces dissensions profondes au sein même des responsables indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie, je laisse imaginer aux Calédoniens une Calédonie indépendante, comment elle serait gérée si un jour, hélas, ça arrive. Vous avez une idée du délai que pourra prendre le dénouement de cette crise ? Est-ce qu'on a des éléments aujourd'hui ? Alors, le haut-commissaire a dit qu'il ne convoquerait pas le gouvernement pour une nouvelle tentative dans les 15 jours du confinement, mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une sortie de crise envisageable ? Ce que je peux vous dire, c'est que le haut-commissaire s'est explicitement exprimé sur le sujet mardi dernier en séance du gouvernement. On a eu une séance du gouvernement, les séances continuent, on expédie les affaires courantes. Et le haut-commissaire participe toujours à nos séances du gouvernement. Et il a clairement spécifié que les représentants des deux groupes politiques indépendantistes lui ont demandé de ne surtout pas réunir le 17e gouvernement pour élire le nouveau gouvernement.
Donc je suis un peu surpris ensuite quand je vois le communiqué de l'Union calédonienne, signé du deuxième vice-président de l'Union calédonienne, Monsieur Forest, qui lui appelle à la mise en place rapide du gouvernement. Enfin, on arrive vraiment ça devient un peu ubuesque, hein, tout ce qui se passe là. Moi, ce que j'espère, c'est que tout le monde revienne à de meilleures considérations et surtout à leurs responsabilités, encore une fois, face à la gestion de cette crise, qu'on sorte un peu de nos postures politiciennes les uns et les autres, qu'on se serve pas de cette crise pour justement l'utiliser à des fins politiciennes, hein, parce que encore une fois, quand je vois le communiqué de l'UC de Monsieur Forest qui accuse l'État d'utiliser la gestion de la crise, ça me met un peu hors de moi. Je crois qu'on n'a pas le temps on n'a pas de temps à perdre à ce genre de choses. On a tous intérêt à concentrer nos efforts, encore une fois, à faire en sorte de protéger au mieux la population calédonienne. Et je pense que c'est ce qui doit uniquement nous inciter aujourd'hui et pas autre chose. Les membres du gouvernement indépendantiste participent quand même à la gestion de la crise sanitaire. Ils sont auprès de vous depuis le début. Notamment, on sait que Valentine Ray-Souquet est en charge de la santé. Il travaille avec vous là. Oui, je vous confirme ce que je disais tout à l'heure. Hein, la majorité des membres du gouvernement, tous ne sont pas là, mais ne me demandez pas les noms. En tout cas, Madame Valentine Ray-Souquet est là. Tous sont présents dans les fonctions qui sont les leurs, dans les compétences qui sont les leurs, pour aider justement à la gestion optimale de cette crise. Une crise qui a des conséquences budgétaires, vous le disiez, donc on le dit depuis un moment, c'est le haut-commissaire, c'est l'État qui va devoir arrêter le budget 2021 de la Nouvelle-Calédonie. Vous vous préparez à être saisi ou vous avez déjà été saisi par les services de l'État, on imagine ? Alors officiellement, les choses doivent se faire à partir du 31 mars, puisque c'est à partir de ce moment-là que l'État est susceptible donc de prendre en charge le budget de la Nouvelle-Calédonie, mais bien entendu que les discussions ont d'ores et déjà commencé. Pas plus tard que ce matin, j'étais au téléphone avec le président de la Chambre territoriale des comptes pour commencer à discuter de la préparation de ce budget que l'État est susceptible de mettre en œuvre. Il y aura des contacts avec Monsieur Le Courrieux, notre membre du gouvernement chargé du budget, et bien sûr la direction du budget de la Nouvelle-Calédonie, avec le principe qu'un budget sera donc proposé par la Chambre territoriale des comptes, et avant que l'État l'adopte, il doit demander l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on a eu une petite question, est-ce que le gouvernement démissionnaire peut donner un avis ? On a résolu la question en disant qu'on allait le faire. C'est une affaire courante. Même si ça fait pas partie des affaires courantes, on donnera malgré tout un avis pour essayer malgré tout que dans ce budget d'office de l'État puisse être prise en considération, bien sûr, les dépenses qui s'accumulent dans la gestion de cette crise sanitaire, de façon à ce que les Calédoniens soient le moins pénalisés possible. Mais il y a quand même des conséquences, c'est quand même pénalisant. Un budget arrêté par l'État, ça vaut pas un budget adopté par une assemblée, préparé par un gouvernement, adopté par une assemblée. Ah ben bien entendu, l'État ne créera aucune ressource nouvelle, alors que dans les projets que nous avions, rappelez-vous, on envisageait de au moins rétablir les recettes fiscales de la TGC que la Nouvelle-Calédonie avait perdues ces 2 dernières années. Donc là, les choses ne se feront pas. L'État ne reprendra que les recettes de l'année précédente et surtout n'inscrira que les dépenses qualifiées d'obligatoires, y compris donc les dépenses de gestion de la crise sanitaire que nous vivons. Et donc toutes les autres dépenses, je pense aux subventions, par exemple aux associations, ce genre de choses, risquent de ne pas être prises en considération dans le budget de l'État. Les dépenses d'investissement risquent d'être mises en stand-by dans le budget de l'État. Enfin, il y aura forcément des conséquences, effectivement, hélas, pour l'économie et pour les Calédoniens en général. Dans ce contexte, puisqu'on parlait de la crise politique, est-ce qu'il faut, selon vous, le temps court, hein, Sébastien Lecornu avait parlé de 6 mois utiles. Est-ce qu'il faut, selon vous, organiser le 3e référendum, puisque la décision peut être prise au début du mois d'avril, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours, dans 3 semaines, ou est-ce que c'est vraiment pas le moment aujourd'hui de prendre ce genre de décision ? Si vous me permettez, je vais répondre à votre question avec ma casquette de président du Rassemblement. Je change de casquette. Depuis toujours, le Rassemblement a affirmé que les référendums binaires n'apportaient rien. Tout le monde constate que les 2 premiers référendums qui se sont tenus n'ont apporté aucune solution à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Bien au contraire, n'ont fait que diviser davantage la société calédonienne. Et on a tous en tête, et je dis bien tous, et j'en suis convaincu, même mes collègues indépendantistes le savent, qu'un 3e référendum binaire ne résoudra rien, quel que soit le résultat de ce 3e référendum binaire.
Donc je ne sais pas s'ils le feront la demande le 4 avril prochain, comme ils peuvent le faire. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument que si un troisième référendum doit se tenir, que ce soit un référendum sur un projet, sur une nouvelle solution. Et la meilleure façon, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, pour atteindre cet objectif d'une solution consensuelle, c'est que nous fassions confiance à la population calédonienne, aux Calédoniens eux-mêmes, en organisant une convention citoyenne. La différence fondamentale, c'est que les citoyens qui participeront à cette convention citoyenne n'auront qu'une seule chose en tête. Ils penseront pas à leur électorat ou aux prochaines élections législatives ou autres. Ils penseront qu'à une chose, c'est comment faire pour continuer tous ensemble à vivre en paix ici en Nouvelle-Calédonie. Chacun aura ses opinions. Il y aura certainement des indépendantistes, des non-indépendantistes au sein de cette convention citoyenne. Mais je suis convaincu qu'en s'écoutant, qu'en se parlant, en étant encadré par des professionnels qui font parler, qui font s'exprimer chacun des membres de ces conventions citoyennes, qu'ils avanceront les uns vers les autres et qu'ils trouveront une solution qui ne sera pas une solution qui est oui à l'indépendance, ni une solution non à l'indépendance, qui sera quelque chose entre les deux. Et c'est que ça qui nous permettra de sortir par le haut de l'impasse institutionnelle dans laquelle nous nous trouvons. Faisons confiance aux Calédoniens, demandons-leur de nous faire des propositions et que ces propositions ensuite soient mises sur la table du comité des signataires pour envisager un troisième référendum sur une nouvelle solution consensuelle. Ce processus peut être contrarié, on l'imagine, par la crise sanitaire où aujourd'hui on peut envisager effectivement de travailler en vidéoconférence ou en télédéclaration. Je pense qu'il y a des outils aujourd'hui modernes qui nous permettent malgré tout, malgré la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons, de pouvoir mettre en œuvre ce genre de dispositif. Oui. Thierry Santal, président du gouvernement, président du Rassemblement également, merci d'accepter notre invitation. Il faut vous souhaiter quoi? Bon courage. En tout cas, je ferai de mon mieux comme toujours. Merci en tout cas du sourire.